Les fournisseurs, les faiseurs d'affaires étaient surtout Kéténéon, le plus haut cœur du nouveau magistrat suprême qui appelait cette classe des flots la lèpre d'une nation. L'empereur nous observait alors que la France entière n'aurait pas suffi à ceux de Paris, que son arrivée à la tête des fers. Ils composaient une véritable puissance et qu'ils étaient un des plus dangereux pour l'État, dont ils obstruaient et corrompaient les ressorts par leur intrigue, celle de leurs agents et de leur nombreuse clientèle. Vrai, ils ne pouvaient, disait-il, jamais présenter que des sources empoisonnées et ruineuses à la façon des juifs et des usuriers. Il avait de considérer le directoire et il prétendait en bien diriger aussi le consulat. On peut dire qu'il composait alors la tête de la société qu'il y donnait la première rang. Un des plus grands rétrograde, disait l'empereur, que je fis faire à la société vers son état et ses mœurs passées, fut de faire rentrer tous ces faux lustres dans la foule. Jamais je n'en voulus élever aucun au honneur. De toutes les aristocraties, cela me semblait la pire. L'empereur ronda le brun, la justice de l'avoir affirmé spécialement dans ce principe. Ce parti m'en a toujours voulu depuis, disait l'empereur, mais ce qu'il m'a bien moins pardonné encore, c'est l'inquisition sévère que je faisais exercer dans le compte vis-à-vis du gouvernement. L'empereur disait avoir fait à ce sujet un usage admirable de son conseil d'État. Il nommait une commission de 4 ou 5 de ses membres, gens intègres et capables. Il lui faisait le rapport et s'il y avait lieu à poursuite, il y a apposé au bas, renvoyé au grand juge pour faire exécuter les lois. Arrivé à ce point, les impliqués venaient d'ordinaire à composition, ils regorgeaient 1, 2, 3, 4 millions, plutôt que de se laisser poursuivre. L'empereur savait bien que tous ces faits étaient faussement représentés dans les cercles de la capitale, qui lui créaient une foule d'ennemis, lui attiraient les reproches d'arbitraire et de tyrannie, mais il a quitté un grand devoir vis-à-vis de la société en masse. Elle devait lui tenir compte de pareilles mesures vis-à-vis les cinq sous-publics. Les hommes sont toujours les mêmes, disait l'empereur, depuis Pharaon les traitants se sont toujours conduits ainsi et on a toujours agi de même à leur égard. Mais à aucune époque de la monarchie, ils ont été attaqués avec des formes aussi légales, ni aborde avec autant d'énergie et de franchise que par moi. L'opinion des gens d'affaires eux-mêmes était bien différente de celle des salons. Ceux qui avaient de la moralité et de la droiture trouvaient même une nouvelle garantie dans cette extrême sévérité. Et ils s'en est vu une preuve bien remarquable au retour de l'île d'Elba, des maisons de Londres, d'Amsterdam, m'ont ouvert secrètement un crédit de 80 ou 5 millions au simple taux de 7 ou 8%. L'argent qu'elle déposait en trésor à Paris n'était tout. Leur était payé pour des rentes sur les grands livres à 50. Elles étaient alors pour le public à 56 ou 57. Cette reçue, ceci eut-elle pour les affaires dans la crise où l'on s'est trouvé. Et si satisfaisant, si flatteuse pour celui qui en était l'objet,
cru l'opinion véritable que l'on avait en Europe sur l'empereur et la confiance qu'il inspirait dans les affaires. Cette négociation inconnue dans le temps explique ce qu'on ne comprit pas alors à Paris, les moyens financiers que l'empereur se trouva à posséder. Tout à coup, à son retour, l'empereur jouissait, disait-il, d'une réputation singulière parmi tous les bureaucrates, les faiseurs de chiffres. C'est qu'il s'est entendait réellement beaucoup lui-même. Ce qui commença ma réputation fut que, vérifiant la balance d'une année lors du consulat, j'ai relevé une erreur de 2 millions au désavantage de la République. Monsieur Dufresne, alors chef de la trésorerie, parfaitement honnête du reste, n'en voulait d'abord rien croire. Pourtant, c'était une affaire de chiffres. Il fallait bien en convenir. On fait plaisir, moi, à la trésorerie, à pouvoir découvrir l'erreur. Elle se trouva enfant dans une compte de fournisseurs, ce gars qu'on convainc aussitôt sur la présentation des pièces et restait trois. Disons qu'il s'était trompé. Une autre fois, l'empereur, visitant la solde de la garnison de Paris, marqua un article de 60 et quelques mille francs avec à un détachement qu'il assura n'avoir jamais été dans la capitale. Le ministre nota cet objet comme par complaisance, intérieurement convaincu que l'empereur s'est trompé. C'était pourtant vrai. À la somme d'être rétablie. L'empereur regardait comme de la plus haute importance la séparation du ministre des Finances avec celui du Trésor. Elle amenait la distinction des objets et créait un contrôle mutuel. Le ministre du Trésor était sous un chef tel que lui, l'homme le plus important de l'Empire, disait-il, non pas comme ministre du Trésor, mais comme contrôleur général. Toutes les ordonnances de l'Empire lui passaient au-dessus des yeux, où il pouvait donc découvrir les vols et les abus de quelque part qui Vincent et les faire connaître en secret au souverain, ce qui arrivait en effet généralement. La spécialité était un autre point sur lequel il s'arrêtait avec complaisance, comme ayant été un des ressorts les plus heureux de son administration. Parlons du cadastre tel qu'il avait arrêté de ce qu'il peut être considéré à lui seul comme la véritable constitution de l'Empire, c'est-à-dire la véritable garantie des propriétés et la sûre indépendance de chacun, car une fois établie et la législature ayant fixé l'impôt, chacun faisait aussitôt son propre compte et n'avait plus à l'arbitraire de l'autorité ou des répartiteurs qui est le point est le plus sensible, les moyens les plus surplus forcés à la soumission. L'empereur durant cette conversation a donné son opinion sur les talents et le caractère de M. Godin, mon lien de lui, ainsi qu'était la plupart de ses autres ministres et conseillers d'État et a terminé le sujet en concluant qu'il était venu à bout d'écrire une administration la plus pure et la plus énergique dans toute l'Europe et qu'il en possédait tellement les détails lui-même qu'il pensait qu'avec les moniteurs seuls il serait en état de tracer d'ici l'histoire de toute l'administration financière de l'Empire durant son règne. 1er mars. Aujourd'hui sont arrivés des bâtiments venant du Cap. L'un d'eux était le Wellesley de 74 canons qui portait dans sa cale un autre vaisseau de montée. Ils avaient été construits tous les deux dans l'Inde en bois de deck à 3 corps.
mieux marcher qu'en Angleterre. Ses voix est excellent et les façons de nature a duré beaucoup plus longtemps que ceux d'Europe. Mais jusqu'ici, on se plaint qu'ils marchent moins bien. Toutefois, c'est une révolution probable qui se prépare dans les matériaux et la construction de la marine anglaise. La flotte de la Chine est arrivée ce matin. Plusieurs vaisseaux sont entrés successivement dans la journée et beaucoup d'autres sont demeurés en vue. C'est la joie, la fête, la moisson de l'île. L'argent que sont les passagers pendant leur courte relâche fait une grande partie des revenus des habitants. À 5 heures, l'empereur est sorti dans le jardin et était descendu à pied jusqu'à l'ouverture d'une gorge du long découvrait plusieurs oiseaux faisant route à toute voile pour le mouillage. Le dernier bâtiment venu du Cap avait apporté un phaéton pour l'empereur. Il a voulu l'essayer ce soir. Il y est monté avec le grand maréchal et a fait un tour dans le parc. Il a trouvé cette espèce de voiture inutile et ridicule pour lui. Le soir, après dîner, l'empereur se sentait fatigué. Il se plaignait depuis plusieurs jours. Il s'est retiré de forte bonne heure. 3. L'empereur me fait venir sur les 2 heures. Il se faisait la barbe. Il m'a dit que je voyais en lui un homme mort, bon à enterrer, que je devais en savoir quelque chose, qu'il avait dû m'éveiller souvent dans la nuit. Effectivement, je l'avais entendu constamment tousser et éternuer. Il avait un rhume de cerveau des plus violents. Il avait pris hier soir en demeurant trop tard à l'humidité. Il se promettait bien à l'avenir d'être toujours rentré à 6 heures. La toilette faite, il s'est mis à travailler un moment à l'anglais. Cela n'a pas été long. Il était réellement accablé tant il avait la tête prise. Il m'a dit de m'asseoir à côté de lui et m'a fait bavarder plus de 2 heures sur Londres durant mon émigration. Un moment, il a dit entier ou bien peu de mon invasion en Angleterre. Quelle fut alors l'opinion générale à ce sujet? Sire, ai-je répondu, je ne saurais vous le dire, j'étais déjà repassé en France, mais dans le salon de Paris, nous en faisons des gorges chaudes, et les Anglais qui s'y trouvaient en faisions comme nous racontions que jusqu'à Brunet même s'en moquait et que vous l'aviez fait mettre en prison pour avoir eu l'insolence de plaisanter dans ses rôles avec des coquilles de noix surnageant dans une cuvette, ce qu'il appelait travailler aussi à sa petite flotille. Eh bien, a repris l'empereur, vous avez pu en rire à Paris, mais Pitt ne riait pas dans Londres. Il eut bientôt mesuré toute l'étendue du danger, aussi me jeta-t-il en coalition sur le dos. Au moment où je levais le bras pour frapper, jamais l'oligarchie anglaise ne courut de plus grands périls. Je m'étais ménagé la possibilité de débarquement. Je possédais la meilleure armée que fut jamais celle d'Austerlitz, c'est tout dire. 4 jours me sont suffi pour me trouver dans Londres et je ne serai point entre un conquérant, mais en libérateur. J'aurais renouvelé Guillaume III, mais avec plus de générosité et de désintéressement. La discipline de mon armée eût été parfaite. Elle se fut conduite dans Londres comme si elle eût été encore dans Paris. Point de sacrifice, pas même de contributions exigées des Anglais. Nous ne leur eusions pas présenté des vainqueurs, mais des frères
qui venaient les rendre à la liberté à leur droit. Je leur ai dit de s'assembler, de travailler eux-mêmes à leur régénération, qu'ils étaient nous ayant fait de législation politique, que nous ne voulions y être pour rien autrement que pour jouir de leur bonheur et de leur prospérité. Et j'ai été strictement de bonne foi. Aussi, quelques mois ne se seraient pas écoulés que ces deux nations si violemment ennemies nous ont plus composés que des peuples identifiés désormais par leurs principes, leurs maximes, leurs intérêts. Et je serais parti de là pour opérer du midi au nord sous des couleurs républicaines. J'étais encore alors premier consul. La renégation européenne que plus tard j'ai été sur les points d'opérer du nord au midi sous les formes monarchiques, et ces deux systèmes pouvaient être également bons puisqu'ils tendaient tous les deux au même but. Et ce seraient tous deux opérés avec fermeté, modération et bonne foi. Que des mots que nous sommes connus, que des mots que nous ne connaissons pas encore, nous ont été épargnés à cette pauvre Europe. J'ai mes projets plus larges dont les intérêts de la civilisation ne feront sous avec des intentions plus généreuses et n'approcha davantage de son exécution. Et chose bien remarquable, les obstacles qui m'ont fait échouer ne sont point venus des hommes, ils sont devenus des éléments dans le Midi. La mer m'a perdu. L'incendie de Moscou, les glaces de l'hiver m'ont perdu dans le nord. Ainsi l'eau, l'air et le feu, toute la nature, et rien que la nature. Voilà quels ont été les ennemis d'une régénération universelle commandée par la nature. Même les problèmes de la providence sont insolubles.